Bonjour à tous, bienvenue dans Panorama. Cette semaine, nous consacrons cette petite heure d'émission au handisport et pour en parler, nous avons installé nos caméras à Thonon, près du club de voile et la voile. Nous allons en parler avec mon premier invité, Denis Barbet. Bonjour Denis. Bonjour Victoria. Merci d'être avec nous. Denis, vous avez de multiples casquettes. Vous avez été champion paralympique. Vous êtes vice-président aujourd'hui du comité départemental handisport de Haute-Savoie. Vous êtes aussi le président fondateur de l'association Handi Venture Léman. On va parler de tout ça. Mais avant ça, un petit retour en arrière sur votre carrière en ski alpin. Vous avez remporté plusieurs médailles, 3 médailles aux Jeux paralympiques de Salt Lake City en 2002, une en 2006 à Turin. Comment le ski est arrivé dans votre vie ? Je faisais déjà du ski quand j'étais valide. Alors moi, je suis handicapé depuis une trentaine d'années suite à un accident de parapente dans le coin. Et voilà, ça a été une évidence pour moi. Je faisais du ski de randonnée en étant valide et de me remettre au ski. Alors voilà, du coup, je ne pouvais plus faire de ski de randonnée parce que je ne pouvais pas monter. Il fallait que je prenne la remontée mécanique. Donc du coup, je me suis mis au ski de piste. En me mettant au ski de piste, après j'ai eu peur de m'ennuyer parce que c'était la raison pour laquelle j'avais arrêté le ski de piste en étant valide. Du coup, je me suis mis à la compétition. Puis j'ai pris un peu le virus de la compète alors qu'au départ, j'étais pas forcément un compétiteur. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à participer au championnat de France handisport en ski alpin. Après, à des compétitions internationales. Après, à être sélectionné aux Jeux, aller aux Jeux. Puis finalement, à gagner des médailles aux Jeux, quoi, voilà. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui de cette carrière de compétition ? Bon, de bons souvenirs, puisque voilà, le but de tout sportif, c'est de participer aux Jeux et d'avoir des médailles. Donc forcément, pour moi, c'était un aboutissement. Et puis voilà, je voyais ça un peu comme un travail quand même, parce que un des Jeux, ça se prépare 4 ans à l'avance. Donc pendant 4 ans, je m'étais fixé cet objectif-là, donc avec mon employeur, avec des entraînements. À l'époque, j'habitais en région lyonnaise. Je n'avais pas le bonheur d'habiter dans le Chablais. Et puis voilà, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, on essaye de les atteindre. Un aboutissement et puis aussi de remercier tous les gens qui m'avaient aidé parce que le ski alpin c'est une discipline où on est un peu solitaire face au chrono, hein, mais en même temps il y avait toute une équipe qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Voilà. Et puis du ski, vous êtes passé à l'eau, à la voile. Ça a été une nouvelle activité dans Oui, votre vie. alors au départ c'était plutôt un choix par défaut parce que à une époque j'ai eu des gros soucis de santé, je pouvais plus faire d'autres activités sportives, donc je m'étais mis à la voile en me disant finalement ça, au départ voilà c'est un sport qu'on peut pratiquer même si on est lourdement handicapé parce que j'étais plus lourdement handicapé que maintenant. Et puis en fait j'ai pris le virus. Une époque à cette époque-là il y avait une bonne équipe de compétition régionale, donc j'étais intégré pour participer à des régates de ligue, interligue, et puis au championnat de France aussi en valide. J'y ai participé pendant 4-5 ans en mini-gîte, qui est le support fédéral handivoile. Voilà, donc c'était au départ un choix par défaut, après c'est devenu quand même, il faut l'avouer, une passion un peu dévorante comme le ski. Le sport, il fait entièrement partie de votre vie, on le sent bien. Et vous avez aussi décidé de le partager, de développer la voile, d'abord au sein du club de Thonon, qui est juste un petit peu plus loin à côté de nous. Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, hein, d'avoir des présidents de club de voile qui étaient très sensibles à l'handivoile, enfin, où on peut appeler ça le paravoile ou la voile handi-valide, où on mixité avec des personnes handicapées et des personnes valides. Donc, par contre, ils n'avaient pas trop de matériel, donc voilà, j'ai profité un peu du réseau que j'avais pour trouver des financements, pour investir dans du matériel, parce que chaque fois qu'on fait une activité handisport, on a besoin de matériel qui est adapté à les disciplines. Et donc voilà, et depuis maintenant une dizaine d'années, on a ce qu'il faut, on a les bateaux, on a le ponton accessible, on a les bâtiments accessibles au club de voile. Donc tout va bien pour qu'on puisse accueillir le public en situation de handicap pour faire de la voile. Ça a été compliqué au niveau du matériel, de l'accessibilité, de développer ça ? Oui, alors moi je vous dirais il y a toujours quand il y a des obstacles, il y a toujours un chemin, mais en fait vous voyez, c'est de trouver des financements, mais en fait on a de la chance d'habiter dans une région, un département, une commune qui est sensible aux activités handisport et la problématique du handicap au niveau sportif. Donc voilà, il faut monter des dossiers et tout ça, mais en fait on y arrive toujours pour trouver les financements, pour acheter le matériel. Et aussi on a la chance d'avoir du matériel au niveau de la voile qui peut être très finement adapté au handicap, quel que soit le handicap en fait.
Pour développer encore plus la voile et d'autres activités aussi, vous avez créé votre propre association Handiventure Léman, dont vous êtes le président aujourd'hui. Vous proposez alors avec cette association de la voile avec un voilier un peu particulier, le voilier Toucan. Oui, voilà, donc on a acheté et aménagé pour, des personnes à mobilité réduite un Toucan qui est un voilier patrimonial du Léman que les navigateurs, aussi bien suisses que français, les maniques connaissent bien. Alors au départ, l'idée c'était, parce que j'avais un copain qui en avait un copain valide, et il m'a dit pourquoi tu en fais pas, parce qu'en fait c'est comme un gros mini-J. Le mini-J c'est le bateau une place fédérale handivoile, et donc c'est un gros bateau qui fait 11 mètres, le mini-J ça fait 3,70 m, c'était pas à la même échelle. Mais bon, voilà, on s'est mis le challenge. En plus, c'est un bateau donc, qui a une histoire parce qu'il a gagné plusieurs fois le bol d'or. C'est un peu la régate mythique du Léman où on part de Genève, on va au bout du lac et on revient. Il a gagné dans tout bateau confondu dans les années 70. Et puis le bateau qu'on a acheté, il a la particularité d'avoir gagné dans la catégorie Toucan encore dans les années 2010. Donc voilà, c'est un bateau qui a une histoire. Et ça nous plaisait de relever un challenge. C'était quand même un challenge parce qu'au départ, ça pouvait paraître un peu compliqué de l'aménagement, mais je pense qu'on a réussi. Et maintenant, donc, avec ce bateau, on emmène des personnes handicapées pour faire soit des sorties découvertes, soit pour les adhérents de l'association, des sorties loisirs, soit pour les plus mordus, des entraînements régates, voire des régates. Voilà. Vous avez évoqué le handi valide, le sport handi valide. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, alors en fait, l'association Handiventure Léman, dont j'assure la présidence, c'était l'objectif premier avec la voile et puis avec les autres activités qu'on fait aussi. Donc une mixité dans la pratique avec des personnes handicapées et valides. En fait, d'abord parce que c'est sympa de faire du sport ensemble et aussi parce que ça permet, nous on a besoin parfois d'avoir des aides ponctuelles pour nous aider à pratiquer, pour transporter le matériel, gréer les bateaux, etc. Et puis voilà, ça permet de gonfler les effectifs et je pense que tout le monde s'y retrouve parce que dans notre association, on doit être à peu près à moitié-moitié en fait au niveau des adhérents, handicapés et valides. Et vous faites aussi du handi-bike, du handi-ski, un petit peu toutes les activités Voilà, en possibles. fait, c'est un peu dans mes gènes. Moi, j'aime les activités de plein air. Du coup, j'ai voulu faire partager, une fois que j'ai arrêté la compétition de haut niveau, j'ai voulu faire partager ma passion des sports de plein air. Et puis aussi, il y avait un challenge de trouver des matériels, les équiper, les mettre à disposition des personnes qui voulaient en faire. Donc voilà, ici, on a la chance d'avoir à la fois le lac et la montagne. Et donc le lac, la voile, et puis la montagne, c'est à la fois le ski, soit alpin, soit nordique. Cet hiver, on a fait beaucoup de ski nordique dans la région. On a eu la chance d'avoir de la neige et puis aussi des sites qui s'y prêtaient, notamment à la chapelle d'Abondance ici. Et puis le handbike, c'est le vélo à main. Donc ici, on triche un peu parce qu'on met une assistance électrique pour pouvoir faire beaucoup de dénivelé et aller dans les chemins. Mais ça plaît bien. Je vois très bien que c'est une activité qui prend et qui va se développer certainement. Denis, on l'a dit au tout début, vous êtes aussi vice-président du comité départemental du handisport de Haute-Savoie. Pourquoi cet engagement dans cette structure ? D'abord parce que le président Bernard Demerier, qui fait ça très bien depuis une vingtaine d'années, il m'a demandé de rentrer au bureau du comité. Donc je ne pouvais pas refuser vu que c'est un ami. Et aussi parce que ça me plaisait, parce que je connais les activités du comité qui sont indispensables à la vie handisport du département. Il fait le lien entre les associations, la ligue, et puis aussi beaucoup de développement envers les jeunes. On a de la chance d'avoir une salariée très dynamique. Et puis on va peut-être en embaucher une deuxième. Et voilà, puis je voulais aussi retourner un petit peu ce que le handisport m'avait apporté en m'amenant jusqu'aux Jeux paralympiques. C'était quand même une histoire, une aventure extraordinaire pour moi, que je n'aurais pas imaginé pouvoir vivre. Je l'ai vécu grâce à la Fédération handisport. Donc j'étais tout à fait heureux de pouvoir participer un petit peu au développement du handisport dans le département. Justement, comment vous l'avez vu se développer ? Est-ce qu'il y a une différence entre vos débuts et puis aujourd'hui ? Oui, alors beaucoup de différences déjà au niveau du matériel. Au début, quand je suis arrivé, le ski alpin, c'était les balbutiements, il n'y avait pas de matériel de série. On bricolait le matériel dans le garage, on passait une semaine à le bricoler, on allait sur la piste, une descente et on cassait tout. Maintenant, on a la chance d'avoir du matériel très bien adapté, notamment avec l'entreprise Tessier, qui est basée en Maurienne, qui fait de l'excellent travail. Au niveau aussi alors justement du côté handi valide, parce que je dis aussi peut-être, alors je dis pas qu'on est dans un ghetto, l'handisport, c'est pas le cas, mais quand même de pouvoir montrer qu'on peut faire des activités avec les personnes valides, c'est important, je trouve. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que
effectivement, ça a pas mal bougé. Et puis, une prise de conscience générale, hein, parce qu'on voit que les Jeux paralympiques, maintenant, ils passent à la télé. Avant, ils passaient pas. Notamment, je me souviens, Huit Mont-Blanc, il a été précurseur là-dessus, parce que Nous avions je me souviens avoir diffusé. commenté, je ne sais plus en quelle année, les Jeux paralympiques. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et puis, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience générale, mais quand même, il faut toujours, disons, remettre, enfin, pas s'acharner, mais toujours communiquer sur le fait que le handisport, c'est important pour les personnes handicapées. Ça nous sert à l'équilibre. Et puis aussi que voilà, on peut pratiquer avec les personnes valides dans la fédération handisport, dans d'autres fédérations aussi. Et que c'est du gagnant-gagnant. J'aime pas ce terme-là parce que ça fait un peu commercial, mais voilà, on s'y retrouve tous. Merci beaucoup Denis Barbet. On va terminer sur ces jolis mots. Merci d'avoir été avec nous ici à Thonon et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode en compagnie de Nicolas Gendreau pour le comité handisport, cette fois de Savoie. À très vite. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de Panorama. Cette semaine, nous sommes au port de Thonon pour parler handisport et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas Gendreau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir fait la route depuis la Savoie jusqu'au Chablais pour parler de handisport, puisque vous êtes conseiller technique départemental pour le comité handisport en Savoie. Ce comité, il rassemble 6 clubs, 16 sections, près de 60 bénévoles et près de 400 licenciés. Alors concrètement, comment tout cela s'organise? On parle de clubs, de sections. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça? Alors oui, tout à fait. Alors en fait, on a donc, comme vous l'avez dit, 6 clubs et 16 sections. Alors les 6 clubs, on parle bien de 6 clubs qui ont une affiliation dépendante de la Fédération française handisport. Et les sections, en fait, les sections handisport, c'est des choses qui se sont beaucoup développées les 10 dernières années, notamment avec l'intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs valides. Donc en fait, les sections, c'est des clubs valides, hein, donc clubs de natation, de ski nordique, ainsi de suite, qui ont donc une première affiliation dans leur fédération, et qui ont donc une deuxième affiliation au sein de la Fédération française handisport. Donc ça permet d'intégrer donc, les personnes en situation de handicap dans leur club. L'idée, c'est aussi que, en fait, en handisport, on n'est pas compétent dans tous les champs, tous les sports, toutes les activités. Et donc, du coup, ça s'est beaucoup développé. Ça me permet de développer la compétence. Alors, les personnes dans chaque club valide, ils ont la compétence dans leur discipline. Et là, nous, on essaie de leur apporter maintenant la compétence dans le champ du handicap. Donc voilà, donc ils ont la double compétence que nous, on n'a pas parce qu'on n'est pas compétent dans chaque activité. Comment se développe le handisport en Savoie aujourd'hui? Est-ce que le handisport est présent un petit peu dans toutes les disciplines? Est-ce qu'il y a des disciplines de prédilection? Alors, on essaie d'être présent dans le maximum de disciplines. Après, ça va dépendre effectivement des clubs qui sont impliqués dans ces activités. Donc, nous, on a une particularité territoriale hein, qui est la montagne. Donc, on développe beaucoup les activités de pleine nature. Voilà, sans oublier pour autant les activités, on va dire, traditionnelles, tennis de table, basket, ainsi de suite. Quel est, à vous, personnellement, votre rôle? Conseiller technique, qu'est-ce que ça veut dire? Conseiller technique, mon rôle, c'est déjà d'assurer l'équilibre financier de l'association, en lien avec mes élus, bien entendu. Et puis de structurer l'offre sur l'ensemble du département, l'offre sportive. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement proposer le maximum d'activités sur chaque bassin de population ou sur l'ensemble du département tout simplement, quelle que soit la situation géographique. Et vous l'avez dit, donc il y a la spécificité de la montagne, le handiski, toutes ces disciplines, c'est vraiment le point fort du handisport en Savoie? Oui, effectivement, c'est vraiment un point fort en Savoie parce que historiquement, le comité départemental a beaucoup développé ça, était assez précurseur au début du développement de l'activité ski alpin, ski nordique, ainsi de suite. Et donc voilà, donc on a continué dans cette direction avec justement, on essaie de proposer le maximum d'activités en loisirs sans oublier pour autant l'accès à la compétition. Et justement, on essaie d'accompagner au maximum notamment les jeunes vers la compétition, les accompagnant que ce soit financièrement, en termes administratifs, lien avec d'éventuels partenaires, les commissions sportives et ainsi de suite.
Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est compliqué d'aller vers ces personnes en situation de handicap et de leur faire comprendre en fait qu'elles peuvent faire du sport et même du sport à un haut niveau? Alors, d'aller vers les personnes, non, c'est pas compliqué. Nous, c'est notre métier, on aime ça, on aime les gens, hein. Après, de proposer des choses, généralement, c'est vrai que la démarche vient souvent des personnes qui viennent vers nous, justement, qui cherchent à faire une activité. Après, c'est à nous de leur proposer voilà, une activité qui peut être en lien avec leur pathologie et leurs envies. Faut lier tout ça ensemble. Voilà, et donc on a justement monté un label qui s'appelle Label pour un sport ensemble en Savoie. Qui est aussi, il y a aussi également un label fédéral, label FFH Club. Et donc l'idée c'est d'orienter donc la personne vers la bonne pratique et le bon club qui pourrait l'accueillir. On a vu dans l'épisode précédent avec Denis Barbet pour la Haute-Savoie que ce qui lui tient à cœur, c'est de développer l'activité handi-valide. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites en Savoie? Eh bien oui, de plus en plus via justement ces sections handisport dans les clubs valides. L'idée, alors il y a des créneaux qui sont des créneaux de pratique qui sont soit spécifiques, c'est-à-dire des créneaux qui sont spécifiques pour les personnes en situation de handicap entre elles, ou alors des créneaux intégrés, ce qu'on appelle les créneaux intégrés. Donc ces créneaux-là sont faits justement pour, ça porte bien son nom, intégrer les personnes avec les personnes valides. Pour développer aussi un petit peu la visibilité du handisport, il y a des événements. Un événement dont on espère qu'il aura lieu tout bientôt, c'est un circuit de raid multisport handisport. Alors en quoi ça consiste ? Alors à quoi ça consiste ? L'idée c'est de pratiquer des activités de pleine nature, donc c'est des raids aventure. Multisport tout simplement en montagne. En fait, on est pareil, on est un petit peu précurseur avec la Haute-Savoie. Justement, on essaie de créer des événements ensemble parce qu'on s'entend bien déjà, et puis ça permet de proposer l'activité à plus de personnes. Ça touche plus de personnes. Et donc, du coup, depuis 2007, donc nous, on organise tous les 3 ans maintenant des raids handisport, qu'ils soient en Savoie, en Haute-Savoie ou entre les deux, des fois. Donc c'est parfois itinérant. On essaie de faire des raids hivernaux et estivaux, on va dire. Et depuis l'année dernière, depuis maintenant 2 ans, en fait, la fédération a coordonné maintenant tous les raids qui se font en France, parce qu'il n'y avait pas que nous qui faisions ça. Il y en a dans les Deux-Sèvres, en Bretagne, dans le Gard, ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est de coordonner ces raids-là pour qu'ils ne se réalisent pas sur les mêmes week-ends, les mêmes dates. Et donc voilà, et donc c'est un des raids qui portent maintenant, c'est un circuit, c'est l'EDF ADN Tour. Voilà. Et donc qui rassemble, j'imagine, de nombreux athlètes. Tout à fait. Donc ça rassemble les athlètes. Généralement, c'est plus une majorité savoyard et haut-savoyard puisqu'on l'organise sur notre territoire. Mais on accueille bien entendu les équipes des autres départements, d'autres régions. Et voilà, on a notamment une équipe de la région de Toulouse, de Colomiers Handisport, qui se fait un point d'honneur à venir à tous nos raids. Et donc ça aura lieu normalement, si le contexte le permet, en juin, du 11 au 13 juin. Tout à fait, donc du 11 au 13 juin prochain à Morillon. Morillon-Samoins. Donc voilà, donc l'idée là, c'est de proposer des activités de fauteuil tout-terrain, du canoë, du cyclisme, du rafting, voilà, et plein d'autres surprises. Bon, rendez-vous en juin si tout va bien, puisqu'on est dans un contexte particulier. Justement, ce contexte de crise sanitaire, est-ce qu'il a impacté la pratique du handisport ? Alors oui, il a impacté. Alors d'une part parce qu'on a des créneaux, notamment forcément lors du premier confinement, on n'a pas pu pratiquer puisque c'était un confinement strict. Après, on a la particularité d'être considéré entre guillemets les personnes en situation de handicap comme public prioritaire. Donc ça nous donne entre guillemets des passe-droits, j'ai envie de dire. Donc on a accès malgré tout en lien avec la commune, les communes et tout ça, accès aux équipements sportifs. Voilà, et on peut continuer à pratiquer nos activités en pleine nature également, bien entendu. Donc oui, ça impacte quand même malgré tout parce que certains sportifs
sont plus fragiles que d'autres et sont plus frileux, on va dire, à venir participer aux activités. Donc il y a eu une baisse de fréquentation des activités, c'est sûr, mais on n'a pas non plus à se plaindre par rapport à d'autres fédérations qui ne peuvent pas pratiquer du tout. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus pour le handisport en Savoie au niveau du comité et à votre niveau personnel également? Alors, que faire de plus? On essaie de développer les activités sur d'autres bassins, puisqu'on est très actif et très sur le bassin chambérien, un peu aixois. Après, il y a des bassins sur lesquels on est moins présent, notamment le bassin d'Albertville, le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, voilà, et la Tarentaise. Donc voilà, développer les activités. Ce qui nous manque, c'est peut-être un peu de temps, un peu de personnel, on va dire. Donc voilà, et à titre personnel, j'ai pas forcément d'attente particulière, mis à part de réussir à mener le projet à bien, quoi. Je garde cette question un petit peu pour la fin. C'était peut-être au début que j'aurais dû vous la poser, mais qu'est-ce qui vous a emmené vers le handisport? C'est une bonne question qu'on me pose souvent. Et j'ai pas forcément de réponse à donner. Moi, je suis pas originaire de la Savoie, je suis originaire de Bretagne. On est venu chercher du travail avec ma compagne dans la région, dans les Alpes. Et voilà, et il y a eu ce poste-là qui s'est créé, donc, sur lequel j'ai postulé. Moi, j'ai une formation dans le sport. Je trouvais ça très enrichissant de pouvoir proposer l'activité à des personnes qui ont peut-être moins la possibilité. Et ce que je trouve intéressant, c'est de devoir adapter chaque activité à chaque pathologie. Et je trouve que c'est une grande richesse et c'est ça qui m'a peut-être amené à ça, plutôt que le milieu valide où je trouvais ça peut-être plus monotone. Vous avez une autre activité à côté, j'imagine que c'est beaucoup de travail bénévole aussi, le comité? Alors moi, je suis pas bénévole au sein du comité, hein, mais oui, effectivement, on a besoin des bénévoles. Donc, puisque pour une activité, on a quasiment besoin d'une personne en situation de handicap, il faut quasiment systématiquement une personne pour accompagner. Donc voilà, on sollicite énormément les bénévoles, effectivement. Et justement, c'est ça aussi la difficulté, c'est que plus on développe les activités, plus on a besoin des bénévoles. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de ne pas les essouffler non plus, de renouveler le vivier, entre guillemets, de bénévoles. Et voilà, c'est une alchimie à trouver entre les activités, les bénévoles, les salariés. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas Nicolas Gendreau, d'être venu jusqu'à nous en Haute-Savoie et promis on viendra vous voir aussi en Savoie. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci à vous de votre fidélité à cette émission sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode en compagnie de Johan Taberlet, ancien athlète fraîchement nommé délégué pour la Fédération internationale de ski. Je vous dis à très vite sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le 3e épisode de Panorama. Et pour ce 3e épisode, je suis avec Johan Taberlet. Bonjour Johan. Bonjour. Avec toi, on va revenir sur ta carrière de skieur. Tu es aujourd'hui athlète à la retraite, mais toujours très actif, puisque tu es directeur du parc des sports de Morzine et tu viens d'être nommé délégué technique à la Fédération internationale de ski. Commençons d'ailleurs par ce rôle. En quoi il consiste ? Alors le rôle du délégué, c'est un rôle un peu principal là, sur les courses de ski alpin, puisque au final, c'est la personne en charge de la sécurité et de l'équitabilité en fait, de la course. Donc on a tout un côté administratif à gérer sur les tirages au sort, sur les numéros de licence par rapport aux athlètes, etc. Et puis après, on a sur le terrain tout ce qui est filet de protection, bâche, et même au niveau du tracé, etc. C'est vraiment de façon générale pour la sécurité des athlètes avant tout. Et tu es le premier athlète handisport à être nommé délégué. Oui, c'est ça. Je suis le premier handicapé au monde à avoir eu ce diplôme. Alors voilà, je l'ai fait pour moi dans le sens où je voudrais amener ma petite main à ce projet-là. Et puis d'un autre côté, j'espère que ça aura ouvert la porte à plein de gens. Parce que voilà, c'est aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on n'a pas la tête qui peut marcher et avoir des responsabilités et prendre des responsabilités à ce niveau-là.
Pourquoi toi, personnellement, tu as voulu prendre cette responsabilité? Ben, moi, comme tu l'as dit, j'étais ancien athlète, j'ai fait 17 ans en handisport avec 4 Jeux paralympiques et du coup j'ai un gros passif de course et il m'est arrivé pas mal de mésaventures pendant ces courses, notamment sur une où c'était 1 an avant ce tragique accident de David Poisson où c'est pareil, je suis sorti à plus de 120 km/h en traversant les filets, mais pour moi déjà avant la prise de départ, il y avait déjà un défaut de sécurité. J'ai eu la chance de ne pas prendre d'arbres derrière, mais ils m'ont retrouvé plus de 30 mètres dans la forêt quand même. Inconscient, mais toujours en bonne santé entre guillemets. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir agir vraiment concrètement sur la sécurité des courses. Et donc, le rôle du délégué technique rentre pleinement dans ce rôle-là. Donc voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et ça n'a pas été simple parce qu'il y a une formation, c'est un vrai diplôme à Ah passer. c'est 3 ans de formation avec des courses où on est plutôt là en observant des délégués en train de travailler. Après il y a des examens écrits, des oraux et puis là sur les dernières sessions, c'est toi qui endosses le rôle du délégué et par contre tu as un examinateur qui t'observe et qui coche si ça va ou si ça va pas. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui me plaît et puis voilà, je connais suffisamment le monde du ski, mais quand on passe de l'autre côté avec tous ces règlements et toutes ces lois qui sont à appliquer pour une course, je pensais pas que c'était si imposant que ça et du coup voilà, c'est très enrichissant et très intéressant. Et puis ça me laisse une petite roue, on va dire, dans le milieu du ski de haut niveau. Et donc à partir de maintenant, tu peux être encadré n'importe quelle course. Comment ça va se passer? Oui, alors en ski alpin, aujourd'hui, je peux être appelé sur des missions, alors que ce soit valide ou handi. Moi, je préférais plutôt aller sur le côté valide pour essayer de bouger un peu les lignes dans ce milieu-là. Mais ce sera avec plaisir de retourner sur le circuit handisport, bien sûr. Et puis pour garder l'objectivité, les DT de la nation n'exercent pas sur le territoire. Donc le DT français normalement ne devrait pas exercer sur le territoire français, sauf cas exceptionnel. Voilà. Donc moi je partirais, oui, soit la Suisse, soit l'Italie ou l'Espagne qui sont proches, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. On peut aller sur des missions aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où. Ça veut dire que tu vas beaucoup voyager dans les années à venir. Oui, alors après, c'est pas un boulot à temps plein. C'est des missions. Alors, ceux qui sont vraiment à la retraite, les personnes vraiment à la retraite, etc., prennent beaucoup de missions. Moi, j'en prendrai pas beaucoup, mais j'en prendrai quand même pour déjà rester à niveau, rester dans le milieu. Et puis après, moi, voilà, j'aspire quand même à aller sur des gros événements prochainement. Tu l'as dit, tu as été dans le haut niveau pendant très longtemps. Champion de France, champion d'Europe. Tu as participé aux Jeux plusieurs fois, tu l'as dit, aux Jeux paralympiques. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ta carrière? Moi, ma carrière, le CV, entre guillemets, est beau et bien. Au total, hein, avec mes années de valide, ça faisait 23 ans de carrière au total, ce qui n'est pas rien. Respect à Yo Claret, hein, qui est toujours en lice et qui est de mon année d'âge. Hein, j'étais à l'école avec lui, etc. Mais non, pas du tout à rougir, très, très content, fier de ce que j'ai pu faire, très heureux d'avoir connu ce que j'ai connu, parce que ça m'a permis de voyager dans le monde entier, de faire du ski sur des terrains de jeu qui ont été exceptionnels. Je pense à Whistler, à Aspen, notamment sur l'Amérique, mais voilà, plein d'autres endroits où je me suis régalé. En Europe, on a des jolis sites aussi. Enfin, voilà, donc non, très, très heureux, mais j'avais envie, après Pyeongchang, de toute façon, j'avais envie de changer de vie parce que je vieillissais. Et du coup, de se maintenir à très haut niveau comme ça, c'est mine de rien pas rien. Et puis, du coup, voilà, on est parti. Moi, je suis parti là pour arrêter, mais voilà, sans regret, sans remords, que du bonheur, que voilà, c'était juste parfait. Voilà. Une vie rêvée. Pas de petites déceptions sur les Jeux et ces 4e places frustrantes? Après, les Jeux, ça reste très particulier parce que c'est une fois tous les 4 ans. Déjà, d'en avoir fait 4, c'était déjà pas rien d'y aller et d'être sélectionné sur ces 4 Jeux. Après, il y a les premiers, pour moi, c'était un défaut de jeunesse. Un peu trop d'envie et puis du coup, on fait un peu n'importe quoi. Les deuxièmes...
j'étais pas prêt. Les troisièmes, pas tout à fait non plus parce que j'ai été tombé assez lourdement malade 1 mois et demi avant. Donc j'avais pas pu skier 1 mois et demi avant les Jeux. Donc je suis arrivé et plus ça allait, plus les résultats s'amélioraient. Mais il aurait fallu que ça dure 2 semaines de plus pour décrocher une médaille. Et puis du coup, les derniers ont été quand même ceux que j'ai plus savourés, j'ai envie de dire, et parce que je les ai plus préparés. J'ai vraiment mis 4 ans à dormir, me réveiller, vivre avec cette idée de médaille d'or sur la descente. Alors, je m'étais pas préparé à ne pas faire de médaille d'or. Et en fait, je finis 4e là, ce jour-là. Et du coup, ça m'a pas fait grand-chose en fait parce que y avait plus fort que moi ce jour-là. Moi, j'avais donné le maximum de ce que j'ai pu. Il n'y avait pas eu d'erreur de chemin, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que tout le cheminement pour arriver à ce niveau-là et à ces performances-là, parce que 4e, c'est quand même pas rien, et c'est ça qui est beau, parce que c'est plein de rencontres, c'est plein de... Voilà, on s'améliore soi-même, c'est plutôt le cheminement qui est intéressant au final. Et dans la vie de tous les jours aujourd'hui, j'essaye de l'appliquer parce que c'est ce qui rend plus fort. Peu importe si on réalise l'objectif, mais le plus important, c'est d'en avoir déjà pour faire un chemin vers et tendre vers. Mais si le chemin il est bien fait, c'est vachement enrichissant, c'est vachement bien. Et puis on voit quand on revoit ces images de tes courses, tout un entourage, tout un village, le village de Morzine, qui t'a poussé, soutenu, ça a été très fort aussi. Clairement, ça fait partie de ma reconstruction après mon accident. Hein. C'est tous ces proches, que ce soit la population morzinoise ou la famille, plus ou moins proche, ont toujours été là et ça a fait partie pleinement de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'ai pu faire et ce que je fais aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on l'a dit, tu as cette nomination de délégué technique à la FIS, mais tu diriges aussi le parc des sports de Morzine. Oui. C'est un joli rôle. Alors oui, alors c'est très intéressant, c'est très gros au final. Le parc, il y a quand même de grosses structures à gérer. Mais ceci dit, oui, c'est avec pareil, beaucoup de passion et voilà, de mettre aussi sa petite pierre à l'édifice pour essayer d'améliorer les choses et je reste dans le milieu du sport, donc ça me plaît. Surtout au niveau des enfants, puisqu'on encadre pas mal de natation scolaire ou de patinage scolaire. Ça c'est sympa aussi parce que moi j'en ai des bons souvenirs aussi étant petit et c'est pareil, je me dis que ça fait partie aussi un peu de la formation de ce que vont devenir un peu tous ces jeunes là, de découvrir plusieurs facettes, plusieurs sports, etc., plusieurs activités. Et du coup je suis très heureux dans ce rôle-là et puis j'espère que j'arriverai à perdurer comme ça longtemps pour essayer de faire bouger les lignes longtemps. Justement, c'est ce que j'allais dire, tu fais bouger les lignes aussi en étant directeur de ce parc des sports de Morzine et en situation de handicap, c'est une première aussi. Ouais, alors c'est une première bien sûr. Et puis après, oui, ça a bougé forcément. L'accessibilité a pris quand même un gros envol il y a plus de 2 ans. C'est sûr, ça amène aussi une autre touch, on va dire, dans la gestion du parc. Un petit mot aussi sur ta vie personnelle, puisque tu es devenu papa il y a quelques années déjà, mais c'est aussi un nouveau job. Ouais, ça faisait partie un peu de la fin de carrière en fait. C'est que je voulais pas forcément avoir d'enfant avant parce que je me connais. Et du coup, ça l'a confirmé. C'est qu'il est arrivé en 2018, juste après ma prise de retraite sportive. Et je suis fan de mon enfant. Enfin, quel père ne serait pas fan de son enfant, mais non, voilà, c'est un bon petit gamin. C'est un rôle que j'affectionne et que j'ai la chance en plus aujourd'hui de m'occuper de lui matin et soir. C'est moi qui vais l'emmener à la crèche, le chercher, etc. Parce que la maman travaille un petit peu plus loin, donc elle n'est pas forcément dans le créneau horaire. Mais voilà, et puis tu sais, moi je suis passé de 250 jours de ski par an, donc 250 jours pas à la maison, à 365 jours chez soi. C'est une autre vie. Mais je m'éclate aussi dans ce rôle. Mais on te souhaite que du bonheur en tout cas pour tout gentil. ça, Johan. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à avec bientôt. Plaisir. Merci, à très bientôt. Ciao.
Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour le dernier épisode de Panorama de la semaine. On va rencontrer un autre athlète, Thomas Jacobs, qui prépare les Jeux paralympiques en badminton en fauteuil. À demain sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre panorama consacré au handisport. Nous sommes toujours à Thonon et aujourd'hui je suis avec Thomas Jacobs. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thomas, tu es double champion de France de para-badminton, membre de l'équipe de France et tu prépares les Jeux de Tokyo cet été. Comment se passe, à quelques mois de l'échéance, comment se passe ta préparation ? Eh ben, écoutez, elle se passe super bien. Pour l'instant, on est concentré vraiment sur l'entraînement. On a peu de compétitions depuis malheureusement la crise sanitaire. Donc les compétitions sont annulées successivement les unes après les autres. Donc on a eu la chance de reprendre la compète il y a 2 semaines à Dubaï. Donc voilà, on a gagné le tournoi en plus, donc c'est vraiment une super nouvelle, on est très contents. Et puis à côté de ça, on fait beaucoup de stages de préparation et on part en Espagne pour le dernier tournoi de qualification là, dans 10 jours. Donc voilà, dernière compète avant les JO de septembre pour nous. Alors revenons un petit peu à la base de tout ça. Comment a débuté le para-badminton pour toi ? Pourquoi tu as choisi cette discipline ? Eh ben, en fait, tout simplement parce que j'ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir ce sport que je connaissais bien évidemment debout, mais pas forcément en fauteuil. Donc j'ai commencé par faire du hockey premièrement et j'ai rencontré donc un ami maintenant qui s'appelle Stéphane Durand. Donc c'est lui qui m'a ramené dans le para-badminton. Voilà, donc en allant au hockey, il m'a parlé de sa pratique parallèle du badminton. Donc voilà, il savait que je jouais au tennis un petit peu avant mon accident. Donc il a pensé que ce serait peut-être une bonne idée de me faire essayer le badminton aussi parce qu'il cherchait un partenaire pour l'accompagner à l'entraînement. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je suis arrivé dans le parabad et j'en suis très content. Il y a plusieurs disciplines. Comment ça se passe ? Explique-nous un petit peu le para-badminton. Plusieurs catégories de Plusieurs handicap. Voilà, catégories. donc en fait, tout simplement, il y a 2 catégories fauteuils. Une catégorie où les joueurs disposent de leurs abdominaux, donc comme moi, j'ai la totale mobilité de mon tronc, on va dire. Et puis une catégorie qui, malheureusement, n'ont pas d'abdominaux, donc c'est vraiment... on Le bouge haut le du fauteuil corps. avec le haut du corps, quoi, voilà. Et puis après, il y a 4 autres catégories de handicap, mais de personnes qui sont debout. Donc ça peut être des handicaps sur les membres inférieurs, ça peut être des handicaps sur les membres supérieurs. Il y a aussi les personnes de petite taille qui jouent. Donc voilà, il y a différentes catégories de handicap et ils ont toutes les catégories ont leur spécificité au niveau des règles du badminton. Ça peut être des terrains plus réduits quand le handicap est plus lourd. Et voilà, on élargit le terrain quand le handicap est un petit peu plus léger. Voilà. Et vous allez être plusieurs à représenter la France aux Jeux de Tokyo. Il y a une belle équipe qui part pour les Jeux. Tout à fait. On est, donc pour l'instant, on est 5 qualifiés. Donc mon partenaire de double et moi. Et puis 3 autres personnes qui sont dans des catégories de handicap qui sont debout. Et puis il reste encore 2 personnes en voie de se qualifier. Donc c'est pour ça que la dernière compétition en Espagne est très importante pour elle. Nous un petit peu moins parce qu'on est déjà qualifiés, mais il y a encore beaucoup d'enjeux pour d'autres sportifs français qui cherchent à se qualifier pour les Jeux paralympiques. On sait que les Jeux, c'est le rendez-vous suprême pour les athlètes, mais jusque-là, il y a un parcours, un chemin, beaucoup de travail. Comment ça s'est passé pour toi ? Ça t'a pris du temps ? Eh ben ouais, ça m'a pris du temps, surtout que je connaissais pas du tout le monde entre guillemets professionnel. Moi j'ai pratiqué beaucoup de sport mais en tant qu'amateur, donc c'est vrai que la pratique presque professionnelle c'est quand même vachement différent du monde amateur. Donc voilà, moi ça m'a pris 3 ans et demi on va dire pour en arriver à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça peut paraître peu, mais j'y ai donné de ma personne, donc voilà, je suis très content d'en être arrivé là aujourd'hui. Au début, je ne m'attendais pas du tout à aller si vite et avoir une progression aussi flagrante rapidement. Donc c'est vrai que c'est une bonne surprise. Et voilà, comme je vous disais, il y a quand même un gap entre le monde amateur et le sport professionnel. Donc il y a quelques
choses qui sont bizarres, auxquelles je ne suis pas habitué, sur la nutrition, la préparation physique, tout ça. C'est vrai que je ne suis pas encore à 100% rodé sur ces points-là, mais on y travaille et ça va venir et c'est en train de venir de toute façon, donc je suis confiant. Et tu es jeune, il y aura peut-être d'autres jeux aussi. Ouais, j'espère, surtout les Jeux de Paris qui arrivent rapidement. Donc c'est vrai que c'est un réel objectif. Donc on va essayer déjà de faire bonne figure à Tokyo et puis après on envisagera la qualification pour les Jeux de Paris. Quels sont les objectifs là pour ces Jeux de Tokyo justement? Eh ben écoutez, de se faire plaisir déjà, je pense que c'est important. Suite à cette période, je pense que c'est important de retrouver du plaisir sur les terrains. On n'a pas pu beaucoup jouer en compétition, donc avant tout le plaisir. Et puis après, forcément, on n'y va pas pour manger des sushis. Donc voilà, on veut ramener une médaille à la maison. Ce serait vraiment quelque chose de fantastique pour nous. Voilà, c'est vraiment l'objectif, ramener une médaille à la maison. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? J'imagine qu'il y en a eu, mais on parle souvent dans le handisport de l'accessibilité, du matériel qui coûte cher, de l'entraînement. Il faut trouver un club, un entraîneur. Tu as eu des difficultés comme ça? Alors oui, nous, surtout dans le para-badminton, malheureusement, on a très peu d'opposition en fauteuil roulant. C'est vrai que les sportifs qui ont un handicap mais qui jouent debout, ils peuvent trouver de l'opposition chez les valides. Ils peuvent faire des tournois avec les valides. Voilà, donc ils ont de l'opposition. Nous, malheureusement, ça manque un petit peu en fauteuil. On n'est pas vraiment une nation de badminton en général et en plus de para-badminton. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, ça se ressent. Donc on est obligé de s'adapter pour trouver de l'opposition, des partenaires d'entraînement. Donc voilà, ça c'est vraiment la principale difficulté qu'on a dans le para-badminton en fauteuil. Donc voilà, par exemple, là il y a un joueur de l'équipe de France valide qui est blessé en ce moment. Et qui a bien voulu participer à un de nos stages en fauteuil du coup. Donc voilà, la semaine dernière on était à l'INSEP et il a participé toute la semaine au stage para-badminton. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de mettre en place. Et puis aussi peut-être on va essayer d'organiser des stages avec d'autres nations en vue des Jeux paralympiques pour pouvoir avoir justement cette opposition qui nous manque tant en France. Après, on a des coachs qui sont quand même pas mauvais en fauteuil. Ils commencent à devenir pas trop mal, on va dire, mais c'est pas suffisant pour préparer des équipes de double étrangères, les Coréens, les Chinois, qui sont des équipes très très performantes. Voilà, donc on essaie de trouver des solutions, mais c'est pas toujours facile. Ouais. Tu as 2 coachs, il me semble. C'est ça, 2 coachs au quotidien, donc ils s'appellent Stéphanie et Lucas, je les salue d'ailleurs. Donc voilà, malheureusement, eux, ils sont pas hyper formés au fauteuil roulant, enfin je veux dire, ils pratiquent pas en fauteuil roulant. Ils commencent à devenir spécialistes du fauteuil roulant parce qu'ils m'entraînent pratiquement tous les jours. Donc ils savent très bien comment adapter l'entraînement pour les fauteuils roulants, mais ils ne sont pas encore efficaces en fauteuil pour pouvoir jouer contre nous. Et après, à côté de ça, j'ai 2 autres coachs en équipe de France, Benoît Larcher et Fabrice Vallet, voilà, qui sont présents c'est eux qui sont derrière nous sur les chaises en compétition. Donc voilà, 2 coachs à l'entraînement, 2 coachs en compétition. Et tu t'entraînes principalement à Annecy? Oui. Et tu parlais de l'INSEP tout à l'heure, donc oui. l'INSEP c'est à Paris. Oui, c'est ça. Donc principalement effectivement à Annecy au quotidien, tous les matins avec soit Lucas, soit Stéphanie. Et puis effectivement, on essaie d'organiser de plus en plus de stages dans des centres d'entraînement. Donc c'est pas forcément tout le temps à l'INSEP, mais là ça fait quand même 2 fois de suite qu'on y va. Donc c'est des belles infrastructures, ça fait plaisir de baigner dans le milieu sportif français, quoi, où c'est vraiment une structure où il y a vraiment les plus grands sportifs. Donc ça motive déjà et voilà, donc c'est vraiment très agréable. Donc on essaye de se rejoindre le plus souvent possible parce que mon partenaire habite à côté de Tarbes, donc c'est pas la porte à côté, c'est pas forcément des conditions optimales pour préparer les Jeux. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se rejoindre très régulièrement sur des stages. Donc voilà, c'est une fois toutes les 3 semaines en ce moment. Quand tu dis ton partenaire, c'est que vous allez jouer en double? Exactement. On a principalement des objectifs de double pour cette Olympiade. Moi, je suis un jeune joueur, donc
je vais essayer de faire de mon mieux et bien sûr, j'y vais pas pour perdre en simple, mais je sais que ce sera encore plus dur en simple qu'en double. Et voilà, l'objectif, il est vraiment en double pour ramener une médaille. Et en simple, je vais faire de mon mieux et puis on verra ce que ça donne, quoi. Tu as parlé d'une compétition qui arrive prochainement Oui. en Espagne. Oui, Là tout à aussi, fait. il y a des objectifs. Oui, oui, bien sûr, il y a des objectifs. Je pense que c'est pareil. On va avoir beaucoup plus d'opposition qu'au tournoi précédent à Dubaï. Donc on va pouvoir vraiment évaluer le niveau qu'on a en ce moment. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne dur, donc je pense qu'on a bien progressé. Donc ça va être vraiment un étalon, une manière de bien se jauger, quoi. Et on y va pour ramener une médaille aussi, ouais. Ce serait bien. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Une dernière question, Thomas. L'équipe de France cette année se présente unie. Il n'y a pas de distinction équipe olympique, paralympique. Les valides et les personnes en situation de handicap, les athlètes en situation de handicap forment une seule et même équipe. C'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ah bah c'est sûr que ça fait chaud au cœur de faire partie de la grande famille olympique, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que c'était pas forcément le cas dans les Olympiades précédentes. On mettait pas forcément tout le temps en avant, même si je pense qu'on le faisait, mais de nos jours, c'est vrai que ça devient de plus en plus courant de mettre en avant les disciplines paralympiques. Et c'est vrai que ça fait très très plaisir de faire partie de la même communication, on va dire, et de la même équipe. Donc voilà, tout simplement, ça fait très plaisir. Très plaisir. Merci beaucoup Thomas. On te souhaite Merci à vous. bonne chance Merci tout beaucoup. simplement pour ces C'est jeux gentil, et on merci. prendra de tes nouvelles. Avec À plaisir. bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Merci au comité handisport de Savoie, de Haute-Savoie et aux athlètes d'avoir été avec nous. Merci à Manon pour la coordination, à Joanne et Antoine à la réalisation et au cadre et à Marie pour les réseaux sociaux. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.